Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité, alors économique, largement économique du moment. On va pouvoir aller grâce aux invités qu'on a d'ailleurs, c'est un peu ça le principe, vous l'avez compris, c'est-à-dire on essaye de s'appuyer quand même sur l'expertise des invités qu'on a pour faire tourner un panel de sujets d'actualité intéressants. Grâce aux invités qu'on a, on va pouvoir aller sur des sujets radicalement différents de ceux qu'on avait hier, alors toujours autour de la tech, mais vous allez voir un petit peu différemment, un petit peu de marché boursier aussi, on va parler automobile, on va parler de Renault. Et de quand même ce qui se passe chez Renault qui est très intéressant. On va parler d'héritage aussi, c'est en train de revenir ce sujet sur l'héritage. Ça intéresse Émeric l'héritage, tant mieux. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, alors façon de parler, est-ce que Isabelle Bordry est à distance? Salut Isabelle, merci beaucoup de nous accompagner. Émeric Préaubert, salut Émeric. Salut Stéphane. Sycomore Asset Management et Cédric Guérin, salut Cédric, Salut entrepreneur, investisseur. Et alors tous les trois, voilà, c'est le panel parfait pour parler de ce sujet qui a une petite semaine, mais j'avais envie vraiment de savoir ce que vous pensiez de cette histoire de licorne en bourse. Donc le gouvernement a un objectif, voilà, de 10 licornes françaises, donc start-up qui marchent bien, ou en tout cas qui sont bien valorisées, attention, une première erreur de ma part, en bourse en 2025. Isabelle, je veux commencer avec toi. Comment est-ce que tu regardes cette affaire ? Est-ce que c'est un service à leur rendre? Est-ce que c'est un objectif qui a un sens, qu'un gouvernement se fixe comme ça, une sorte un nombre voilà. Comment est-ce que tu regardes toute cette affaire? Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un côté incantatoire, en fait. Pourquoi 10 et pas 5 et pas 15? Donc, on comprend bien la volonté de Macron qui veut absolument faire de la place parisienne une place importante dans la tech, la place boursière et prendre des parts de marché à Londres qui, en ce moment, a des difficultés. Donc, on comprend bien la stratégie. Et la seule chose, et là où il faut faire attention, c'est que Macron n'est plus banquier chez Rothschild, il est président de la République. Et ce qui fait fuir les investisseurs, c'est une ingérence du public ou du politique dans la vie économique. Donc, si on veut créer une place boursière qui soit efficace, fluide, qui attire un maximum d'investisseurs et des fonds importants, il faut absolument assurer à cette place une liberté totale par rapport à une prise de position des politiques. Et donc, le fait de dire il y en aura 10 et pas 15 et pas, voilà, le fait de les valoriser, puisqu'il s'agit là de valorisation, c'est pas au gouvernement de valoriser une société, mais c'est au marché de la valoriser. Aujourd'hui, il y a effectivement des belles sociétés en France, on peut citer Doctolib et d'autres, mais il n'y a pas eu non plus de sortie auprès d'industriels, sortie fracassante, donc il faut aussi faire attention, première chose. Et puis, la boîte à outils qu'aujourd'hui est en train de mettre en avant le président Macron, qui est de dire on va proposer d'avoir des votes doubles, on va faire en sorte de débloquer quasiment 1 milliard entre la Caisse des dépôts et la BPI pour aider ces sociétés à se coter sur le marché. Je pense que ça, c'est la limite ou la frontière à ne pas dépasser. Il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence du public dans le privé pour assurer un marché boursier efficace. Et sur cette histoire des votes doubles, c'est-à-dire cette capacité ou cette volonté de créer un noyau dur et de protéger en fait les fondateurs est à mon avis une mauvaise chose. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Facebook, par exemple, le marché aujourd'hui aux États-Unis n'est pas capable d'interférer dans la stratégie menée par Zuckerberg parce que Zuckerberg a quasiment la majorité des votes. Donc tout ce qui va dans une protection trop forte du management n'est pas toujours un gage d'efficacité en tous les cas de la société et donc ne fait pas forcément venir des investisseurs importants sur la place. Donc il y a ce côté positif qui est de dire on veut créer un marché et ça je le comprends, mais il y a une limite à ne pas dépasser, c'est cette ingérence du public dans la sphère privée car c'est le seul moyen pour faire fuir les investisseurs.
Très intéressant tout ça. Aymeric ? Alors, je partage cet avis. Je trouve que ce genre de déclarations sont totalement hors sujet, pour ne pas dire ridicules. Ah, carrément, tu vas encore plus loin. C'est ridicule. Demain, le gouvernement pourrait dire « Je souhaite que dans 3 ans, L'Oréal soit la première capitalisation européenne ». Ça n'a aucun sens. Une entreprise s'est créée, et en particulier les start-up, par des entrepreneurs, par des équipes. L'État n'a pas grand-chose à voir là-dedans. La valorisation, elle est donnée par le marché. Non, il veut leur donner le terrain de jeu satisfaisant. Non, mais parlons... Ça, c'est intéressant. Mais dans ces cas-là, le rôle de l'État, évidemment, peut être de créer des conditions favorables pour aider de jeunes entreprises à se développer. Ça, oui. Je crois que c'est M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique, qui a prononcé ces termes de « il veut 10 licornes en 2025 ». Qu'ils disent « nous allons créer des conditions favorables », par exemple des aides pour les jeunes entreprises, des exonérations de charges. Ce qui existe déjà massivement. Oui, mais ce qui est bien. Et là-dessus, franchement, je pense que tout le monde est d'accord. L'État est dans son rôle. Investir via des organismes publics pour soutenir de jeunes entreprises, je pense que ça aussi, et c'est important d'aider l'écosystème. Mais donner comme objectif d'avoir 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards de capitalisation et un nombre, c'est pas l'État qui décide de ça. Et c'est, en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que d'une part, il y a plein de sujets importants dont l'État doit s'occuper. Ça, ce n'est pas de son ressort. Et d'autre part, c'est essayer, quelque part, de s'approprier les succès de certaines entreprises. Donc non, j'aime pas ce genre d'effet d'annonce. Je trouve que c'est hors sujet. Bon, ben c'est plié, hein. On est assez en ligne. Moi, je suis emballé, c'est posé. Hein. Je suis parfaitement d'accord. C'est quelque peu saugrenu. Je trouve que c'est... moi aussi, ça m'a surpris, en fait. C'est pas une fin en soi. La cotation, c'est pas une fin en soi. Alors, il y a ça aussi, justement. Alors, autre aspect, effectivement, Cédric, je me permets, hein, est-ce que c'est un service à rendre aux entreprises ? Exactement, parce que, en particulier sur ce type d'entreprise, je trouve que les marchés, c'est le diktat du court terme. Et on l'a vu, Netflix va donner son nombre d'abonnés chaque trimestre et il y a une petite stabilité liée à la crise en Ukraine. Ils ont désactivé la Russie. Boum, sanctions. Et sachant que Netflix est une société avec des gros cash flows et autres. Là, on parle de sociétés qui vont pas avoir forcément la taille de Netflix, même si elles sont très grosses, peu importe la valorisation. Et donc, je pense que ce n'est pas un service à leur rendre que de leur mettre la pression des résultats trimestriels à des sociétés qui sont en phase d'investissement, qui n'ont pas forcément les cash flows, qui sont les mesures finalement des asset managers ou autres pour regarder la valorisation d'une société, et que les capitaux des fonds d'investissement non cotés, avec cette vision long terme de 5, 7, 10 ans, c'est beaucoup plus stable comme source de financement pour des entreprises qui ont une stratégie agressive de développement à l'étranger et autres. Donc je trouve que c'est pas forcément la bonne solution. En plus, Isabelle citait Doctolib. Alors là, la fenêtre s'est refermée, ok. Je ne suis pas sûr pour une boîte comme Doctolib, la fenêtre se referme, mais enfin, en tout cas, il n'y a eu aucun problème de financement dans la croissance de ces boîtes. Isabelle, c'était... Alors, moi, je me souviens de Fleur Pellerin, parlant, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils mettent la charrue avant les bœufs. Et Fleur Pellerin parlait, elle, d'un Nasdaq européen, c'est-à-dire d'abord de créer une place boursière et un marché de capitaux suffisamment épais, suffisamment fluide pour y mettre effectivement les entreprises qui souhaiteraient y aller, et à ce moment-là, sur une base qui soit une base comparable à ce que peut être la base américaine. C'est peut-être ça la bonne solution. Absolument, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se coter en bourse, il faut après animer le cours tous les jours. C'est ça. Et c'est exactement ce qu'on évoquait là à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des investisseurs qui tous les jours s'intéressent à l'action, vendent, achètent, etc. Il faut créer un marché. Et donc ça peut mettre, et ça met, et moi je l'ai vécu quand j'étais chez Yahoo, l'entreprise en tension permanente pour obtenir des résultats, donc ce qui peut avoir un côté positif. Mais sur les sociétés les plus fragiles, c'est très compliqué parce qu'on peut passer beaucoup de temps sur des priorités que l'on ne tiendrait pas forcément pour créer un socle solide de la société si on n'était pas coté. Donc il faut effectivement avoir en tête qu'être coté en bourse n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une longue aventure. Bien, alors on a beaucoup parlé ensemble avec Isabelle d'Elon Musk, je te demanderai ton avis, c'était quoi ? C'était il y a 3 semaines, et tu soutenais la mise sous tension de l'entreprise. Aymeric, comment est-ce que ça reste fascinant, hein, on a un épisode par jour,
Comment est-ce que tu regardes ce qu'il est en train de faire là depuis, ça fait un mois maintenant, hein, un mois et demi qu'il est dans le truc. Oui, là. à peu près. Ah, tiens, je dis d'un mot, je vais oublier, je remercie l'ensemble des auditeurs téléspectateurs qui m'ont expliqué l'histoire de l'évier. Parce que je ne comprenais pas, il est rentré le premier jour, il rentre un dimanche, le premier jour, avec un évier. Et en fait, c'est une expression anglo-saxonne, américaine, que je ne connaissais pas, qui veut dire on va secouer tout ça. C'est pas tout va partir à la poubelle. Voilà, non. Free the bird. Let's think about it. En fait, on va secouer tout ça, on va challenger tout ça. Et donc, c'était l'image de la mise sous tension. Je continue à penser que le symbole était quand même un peu moyen. Vas-y, Émeric. Alors, Elon Musk, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très critiqué, par ses déclarations, il est vrai, souvent à l'emporte-pièce. À l'emporte-pièce, excessive, voire intempestive. Dans le fond des choses, très honnêtement, c'est quelqu'un de plus que fascinant. C'est un entrepreneur absolument incroyable dont on se souviendra dans 2 siècles. Je pense que dans l'histoire de l'histoire économique, il y a Thomas Edison, il y a Steve Jobs, quelques autres, et Elon Musk en fera partie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Le problème, pour moi, il y a 2 problèmes. Il est patron de Tesla. Il est patron de SpaceX. Il est patron de The Boring Company. Et la liste s'allonge. Et à chaque fois, ces entreprises sont des entreprises extraordinaires. SpaceX, ça fait maintenant longtemps qu'ils ont contracté avec la NASA. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est parti de quasiment rien. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup de succès, qui est extrêmement complexe. Bon, il la gère. Tesla, c'est pas la peine d'en parler. Alors, c'est à l'image de beaucoup de grands patrons qui, à un moment, il y a tellement d'argent, de fortune, etc. Avoir un média, c'est quelque chose qui fascine dans tous les pays, à toutes les époques, les grands patrons, les milliardaires. Et il est malheureux, enfin, je dis malheureusement, j'ai l'impression, je ne suis actionnaire d'aucune de ces sociétés. Donc je parle de manière assez libre, mais je ne serais pas... Tu aurais pu l'être de Tesla, parce que tu connais très bien l'automobile, on en parlera tout à l'heure. J'aurais pu, l'entreprise extraordinaire, mais je pense massivement surévaluée pour plein de raisons. Il le pense aussi, lui, d'ailleurs. Oui. Il le dit. Ah, mais il le dit. Et même si ça a perdu il l'a dit il y a 15 jours. 60 et quelques pourcents, c'est, à mon avis, pas très cohérent, c'est encore très, très surévalué. Mais, donc, je ne suis pas actionnaire de ces entreprises, mais si je l'étais, je me dirais, mais bon sang, il faut qu'il se concentre. Il fait beaucoup trop de choses. Alors ensuite, il y a un autre. Donc, pour l'instant, je dis du bien parce que je respecte énormément tout ce qu'a fait Monsieur Musk. Maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est... Alors... Je sais que c'est un pays libéral, les États-Unis, mais est-ce que ça se fait d'arriver un lundi matin et de virer la moitié des gens et les faire partir avec un carton? Je ne suis pas du tout d'accord avec... Pour les rappeler d'ailleurs, pour en rappeler un certain nombre. Pratique, je trouve que c'est vraiment... Mais c'est le non-respect absolu du travail d'une entreprise qui était une entreprise qui fonctionnait bien. Je dis fonctionnait parce que ça n'a pas l'air d'aller, en tout cas en ce moment, dans la bonne direction. Et puis ensuite, qui perdait de l'argent. Hein. Là aussi, on n'est pas là pour évoquer de politique, donc je ne commenterai pas la réintégration de l'ancien président des États-Unis. Mais quand Elon Musk dit « Je vous appelle à voter républicain au midterm », je ne suis pas certain qu'il soit dans son rôle. Est-ce que, juste donc, un mot... Sur ce plan-là, je trouve que c'est une erreur et qu'il se disperse. Un mot boursier, c'est quand on avait commencé à en discuter, je crois qu'Isabelle était là, non, c'était le tout premier jour où on commençait à en discuter, c'est Philippe Mudry, l'ancien patron de la GFI, qui avait écrit « Moi, j'ai un problème, c'est qu'il a des boîtes cotées, il a Twitter, pour moi, c'est un risque systémique, et je ne suis pas sûr que les autorités de régulation et les moyens pour, et on l'a vu d'ailleurs, enfin on va pas refaire les histoires Eli Lilly, etc. et tout, mais je suis pas sûr que les autorités de régulation aient les moyens de gérer ce risque systémique-là. C'est quelque chose que tu as en tête toi aussi, Émeric ? Oui, je pense c'est tous ces grands acteurs, les GAFA qui doivent être régulés, qui ont trop de pouvoir, ça fait partie de ce phénomène-là. Ouais. C'est également, je pense, donner trop d'importance à une seule personne. Oui. Cédric ? Moi, je partage et je rebondis sur ton point, Émeric, c'est que là, on rentre dans la sphère politique. À la différence des médias où tu as des journalistes qui font leur travail et tu dis l'indépendance, lui, en fait, va prendre la décision de réactiver Donald Trump. Donc là, c'est beaucoup plus politique que ne peut être un actionnaire des Échos ou autre. Donc je trouve qu'on est encore pire sur cette... Il est en mode d'assaut avec le Figaro. Ouais. Où de temps en temps, je me fais un bon vieil édito là, à la une parce que c'est à moi et j'ai le droit de dire ce que je pense. Après, je trouve que sur le papier, c'est très bien la liberté d'expression. Néanmoins... Ce qu'il dit en disant « moi, je vais attendre la justice pour désactiver un compte ou pas », le temps de la justice n'est pas du tout compatible avec la violence et la haine très court terme sur les réseaux sociaux. Donc, le comité d'éthique qui pouvait y avoir avant était peut-être pas parfait, mais il avait le mérite d'agir pour essayer de mettre à terme les fake news ou désactiver certains comptes avec plus ou moins de polémique. Donc, ça, je trouve que c'est très mauvais. Néanmoins,
Ce qui est très intéressant, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait discuté de sa prise de participation, j'avais dit, moi je pense que l'anonymat, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est une solution. C'est un peu ce qu'il est en train d'être mis en place, parce que ces 3 badges, individuel, entreprise, gouvernement. Je vais devoir donner ma carte d'identité, mon cabis et autres. Donc, il va falloir voir comment tu traites ceux qui n'ont pas de badge. Mais c'est intéressant parce que ça va un peu dans cette direction. Moi, Cédric Guérin, si je paye mon abonnement, ça veut dire que j'ai été officialisé, j'ai donné ma carte d'identité. Donc, je vais être moins tenté de déverser des contenus haineux sous couvert d'anonymat. Donc ça, je trouve que finalement, il contrebalance un petit peu avec sa stratégie de 3 badges. Ça va être intéressant de voir jusqu'où il va après pour essayer de filtrer par là. Sur ce sujet, je suis d'accord, de la liberté. Je t'oublie pas, Isabelle. Évidemment, c'est un fondement démocratique essentiel, mais c'est une notion, et Stéphane connaît ça mieux que nous, qui est extrêmement délicate. Liberté d'expression, ça ne veut pas dire offrir une tribune à n'importe qui. Il y a en France, par exemple, des opinions qui ne sont pas des opinions, mais des délits. Donc, ouvrir des comptes, par exemple, aux personnes qui ont envahi le Capitole ou qui racontent des choses complètement stupides, et là, c'est très délicat, la limite entre la liberté d'expression, la censure. C'est des sujets extrêmement complexes, et je ne suis pas certain que Elon Musk ait le temps, l'histoire, l'expérience pour gérer ça de manière intelligente et subtile, et pas simplement à l'emporte-pièce dire je suis pour la libre expression. Bien sûr, tout le monde l'est. C'est un sujet délicat et je crois qu'il n'est pas tellement... Isabelle, t'en es où dans ta réflexion autour de cette histoire ? Moi, effectivement, je suis toujours en ligne avec ce que je disais la dernière fois, qui est de dire que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par Aymeric et Cédric, c'est-à-dire que je pense que le fait de retirer l'anonymat, ou en tous les cas à une partie des utilisateurs, pour tenter de faire en sorte qu'il y ait de nouveau des débats sur Twitter, parce qu'il y avait, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de débat, mais en tous les cas, il y a eu à un moment donné certains débats qui ne pouvaient plus avoir lieu. Donc, le fait de faire en sorte de lever l'anonymat, de restructurer les équipes, de faire en sorte que la société qui perdait de l'argent, en tous les cas, se donne les moyens par un nouveau modèle économique d'en gagner, je pense que tout ça va dans le bon sens. Maintenant, effectivement, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que Elon Musk est un homme des médias? Est-ce que c'est l'équivalent d'un directeur de la rédaction, etc.? Je ne le crois pas, effectivement. Il a d'autres capacités, mais peut-être pas celle-là. Et donc, il faut qu'il arrive à s'entourer des bonnes personnes pour faire de Twitter une vraie success story, comme il l'a fait avec Tesla. Bon, je suis pas sûr. Moi, bref, mais là, c'est un débat professionnel. Moi, je suis pas sûr que Twitter soit un média. Ou alors, si c'est un média, c'est le courrier des lecteurs, quoi. Basta. Mais bref. Oui, c'est une plateforme d'expression. Mais dans médias, il y a. Refermons la parenthèse. Puis, je suis pas du tout d'accord avec vous, mais ce sera un débat qu'on aura un autre jour sur la fin de l'anonymat sur Twitter. Non, je crois que c'est une très mauvaise solution. Un mot, ou peut-être plus d'ailleurs. Moi, j'ai vu ça hier dans les Échos. Amazon, Alexa, échec colossal. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent ceux qui bossent au cœur d'Alexa, ce qui est quand même toujours mauvais signe. Plusieurs milliards de dollars de pertes annuelles, donc liées à Alexa et à l'enceinte que vend Amazon, tout simplement parce qu'il la vend à prix coûtant. Et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'interaction monétisable. Visiblement, Google a les mêmes doutes sur sa propre interface. En gros, on fait blabla avec Alexa. Moi, je joue beaucoup avec. Je trouve ça très marrant et je suis bluffé. Enfin, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais je suis bluffé. Je racontais à Cédric, avant qu'on commence, que j'essayais de lui tendre des pièges, etc., notamment sur les résultats de foot, des choses comme ça, poser les questions différemment. Elle s'en sort toujours. C'est très impressionnant. Mais je n'ai jamais rien acheté avec Alexa, ça c'est vrai. Donc je ne sais pas, Isabelle, comment tu vois le truc? C'est une innovation tellement, une telle rupture qu'il faut lui donner plus de temps. À un moment, on a beaucoup dit, la voix allait prendre le pas sur tout le reste en termes d'interaction commerciale. C'est un peu ton job d'ailleurs. Comment est-ce que tu vois le truc? Je pense que la voix est une vraie innovation. Le fait de pouvoir naviguer, même avec Siri, utiliser Siri sur son téléphone, pouvoir accéder à une information sans avoir à taper du texte, c'est un peu comme naviguer dans une cartographie, en fait. Je pense qu'il y a eu des évolutions fortes sur le réseau. Et d'abord, il y a eu du texte avec les liens hypertextes. Ensuite, il y a eu de plus en plus de photos, de vidéos. Il y a eu cette capacité de naviguer aussi dans des
sur des cartes, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous allez sur Google Maps ou sur Mappy et que vous allez chercher une information sur une carte et non pas sur le résultat d'un moteur de recherche. Tout ça, c'est vraiment des innovations, à mon sens, dans l'interaction homme-machine, enfin en tous les cas dans l'interaction avec l'univers informatif et commercial qui est Internet. Et donc, je pense que la voix a aussi sa place. Maintenant, je pense qu'avec la voix, on est plutôt, si on doit faire des achats, dans la récurrence des achats et pas sur des achats nouveaux. Et c'est peut-être ça qui est aujourd'hui pas encore bien calibré. Ouais, c'est compliqué, hein, les achats. Émeric ? Moi, j'aurais 2 commentaires à faire. Vas-y, Le je premier, t'en c'est prie. que je pense que ça illustre une règle qu'on a peut-être tendance à oublier, qui est vieille comme le monde, et en particulier dans la technologie, il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Alors on se souvient des succès, les succès majeurs, les Google, les Facebook, les Apple, mais en réalité il y a énormément de projets, ça foisonne, et il y en a peu qui réussissent. Et je pense qu'Alexa, c'est un de ces exemples d'un groupe aussi puissant soit-il, avec autant d'argent, finalement ça ne marche pas, visiblement ça coûte extrêmement cher. Il y a plein d'autres exemples. Les dizaines de milliards, je crois que c'est des dizaines de milliards de dollars maintenant gaspillés par Meta pour le métavers, donc Facebook. Il y a plein d'exemples qui montrent que Je ne les mettrai pas sur le même plan, mais enfin bon. En tout cas, pour moi, ça illustre le fait que les innovations, que ce soit des services, des produits, c'est rare que ça marche et c'est pas évident. Le second point, je m'aperçois que depuis le début, tout le monde est parfaitement d'accord, ce qui doit être ennuyeux. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Sûr. Je n'utilise pas Alexa, mais j'ai un certain nombre de connaissances qui l'utilisent. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est-à-dire quand on rentre chez soi et qu'on dit « Alexa, allume la télé », je ne vois pas en quoi c'est un progrès par rapport à appuyer sur la télécommande. Ou alors, mets du jazz. Bon, c'est rigolo, mais pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Fais-le, tu verras. Tu verras, c'est tout con. Mais quand tu rentres dans une pièce, je t'assure, hein, je suis d'accord avec toi, c'est pas un progrès qui va nous sauver du réchauffement climatique et qui va calmer la famine en Afrique. Mais maintenant, je rentre dans une pièce qui n'est pas chez moi, et ça me manque de pas dire « Alexa, allume la lumière ». Voilà. Donc, ils devraient vendre des produits plus chers. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est que c'est un vrai succès commercial. Parce que Alexa, c'est plus de 70 millions, Google et Siri, c'est chacun 70-80. C'est cher, en fait. Oui, mais c'est ça, c'est le business model. Ça veut dire que l'appétence des utilisateurs, même si c'est gadget, comme tu le dis aujourd'hui, elle est là. Ça veut dire que tu as plus de 200 millions de gens entre Siri, Google et Alexa qui utilisent cette techno. Donc il y a un vrai appétit. Pas le bon business model, donc je le price pas assez cher. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être que Amazon, parce que là je rejoins vraiment Isabelle, c'est de dire le repeat, tes courses, tu pourrais les faire parce que c'est assez simple, mais tu n'iras jamais acheter une chemise ou un truc comme ça. Tu n'y arrives pas. Tu as besoin de le voir, tu as besoin, même si tu le touches pas, au moins Internet te permet de le voir. Donc la voix peut être très bonne là-dessus, mais le business model, c'est plus de dire je le vends avec une marge. Après, c'est peut-être pas suffisant pour Amazon qui dit non, moi mon but c'était de te faire acheter tes courses là-dessus. Je crois que c'était ça, oui, et puis on verra, mais c'est le but, c'est effectivement de fidéliser le client, de créer ce lien. Franchement, tu sais, je pars au boulot, tu dis, au fait, Alexa, est-ce qu'il va pleuvoir tout à l'heure ? Elle te répond avec une précision de dingue. Je t'assure. Météo Paris. Mais oui, mais tu sors ton portable, hop, tu tapes météo, fatigant. Machin, etc. Moi, ce qui me fatigue, c'est sous la pluie en scooter, c'est pas de demander la météo. Mais bon. Ouais, mais bon, voilà. Donc il y a un marché pour ça. Bon, alors dernier point en termes de technique avant de. Alors c'est celui-là peut-être le plus fondamental d'ailleurs de tout ce qu'on s'est dit. Alors il y a le côté anecdotique. Donc j'ai vu ça, je crois que c'est le Figaro qui nous a raconté ça. L'Espagne lance à son tour le permis de séjour et de travail adapté aux salariés et aux freelances qui travaillent à distance pour des entreprises hors d'Espagne. Attention, il faut travailler pour une entreprise hors d'Espagne, avec notamment un régime fiscal particulier. J'ai appris qu'à ce jour, c'est une trentaine de pays qui offrent des formules comparables. Et là-dessus, McKinsey a publié hier son rapport sur la mondialisation et sur les flux de mondialisation. Et McKinsey écrit « Les flux liés au savoir et au savoir-faire deviennent le moteur de l'intégration mondiale. La croissance des échanges est désormais tirée par les actifs
incorporels, les services et les talents. Ils ont pris le relais des produits manufacturés. Et McKinsey ajoute que le nombre de migrants hautement qualifiés augmente nettement plus rapidement que la migration globale. Votre avis là-dessus, Aymeric ? Je remarque que, par exemple, depuis pas mal d'années, le Portugal mettait en place des incitations fiscales pour les retraités du nord de l'Europe, en particulier les Français, et je peux comprendre cette décision. Ce que fait l'Espagne, je l'ai appris récemment, très, très honnêtement, je trouve que c'est à la fois intelligent pour... Ce qu'a fait aussi le Portugal. Le Portugal fait partie des 30 pays. Ils le font aussi pour les télétravailleurs. La ville de Venise. C'est intelligent pour ces États-là parce que finalement l'Espagne attire de jeunes actifs parce que ce sont des populations, enfin jeunes, en tout cas en âge de travailler. Donc sur le plan strictement économique, c'est je pense intelligent pour le pays d'accueil. Ensuite, je pense qu'on a souvent parlé de télétravail ici, et c'est une donnée qui maintenant fait partie de la vie quotidienne des entreprises. Il y a de moins en moins, alors on peut le déplorer d'emplois industriels, mais il faut peut-être un petit peu tempérer ce que je viens de dire, mais en tout cas de plus en plus d'emplois qui peuvent être délocalisés, donc c'est également un bénéfice pour les personnes qui vont travailler. Il y a l'Espagne, mais pas simplement parce qu'il y a du soleil en Espagne. C'est une nouvelle vague de délocalisation qui nous attend. Je trouve que c'est une initiative qui, moi, me paraît intéressante. Ouais, mais enfin, on a intérêt à s'y mettre. C'est certain. C'est-à-dire que là, on a des atouts, je pense. On a des atouts, en fait, et on en a beaucoup parlé autour de cette table. Le dernier, alors je ne sais plus quel est, je crois que c'est le BCG qui fait ça, je ne sais plus. Bref, la dernière grande étude sur l'attractivité des pays nous met pas bien du tout en ce qui concerne les hauts potentiels. Pas bien du tout. La Suisse, Singapour, les États-Unis reculent aussi. Non, il faut qu'on se bouge là-dessus. Mais je trouve ça très intéressant comme débat parce qu'il y a les deux prises. Il y a le prise côté pays qui est très intéressant pour attirer ces télétravailleurs. Mais comme les extrêmes sont jamais bons, je pense que le bon modèle sur le télétravail, c'est plutôt l'hybride. Parce que si tu vas sur le télétravail à plein temps, je discutais avec un chef d'entreprise qui me dit mais si en fait j'ai plus de discrimination sur la présence géographique. Il y a des gens très bien qualifiés qui vont me coûter beaucoup moins cher dans un autre pays. Donc, je pense que c'est dangereux pour les travailleurs français qui disent « moi, je veux du télétravail à temps plein ». Cette discussion, je l'ai eue avec un chef d'entreprise qui dit « mais en fait, attention, là, tu vas mettre en péril ton job parce que maintenant, je vais regarder autre chose. Je vais regarder tout ce qui s'offre à moi. » Donc, il faut faire attention suivant les types de jobs. Moi, j'en entends beaucoup. Ils me disent aussi à ce moment-là, je vais aller le chercher en Inde, mon gars. Non, il va réfléchir parce que, et c'est pour ça que je tenais à citer McKinsey, ils vont pas se mettre dans la même dépendance qu'ils se sont mis avec les semi-conducteurs. C'est-à-dire, le sujet peut revenir aussi. Je pense qu'il faudra quand même si c'est de la force de travail humaine, même si c'est des potentiels, etc., tu voudras quand même les avoir pas trop loin. L'Espagne, le Portugal, tout ça, ça va bien, les Canaries, machin, etc. L'Inde, la Chine, je sais pas. Mais Isabelle, pardon, Cédric. Isabelle, vas-y. Oui, moi, ce qui m'a déjà frappé, c'est le fait que dans différents pays européens, on puisse de nouveau et encore avoir des incitations fiscales qui soient différentes. Je ne sais pas quand est-ce qu'un jour l'Europe arrivera à s'harmoniser et faire en sorte qu'on soit en cohésion sur ces principes fiscaux qui divisent. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me choque. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je suis complètement d'accord avec Cédric, c'est-à-dire qu'avoir du 100% de télétravail, c'est extrêmement difficile. Et on a beau effectivement avoir des cadres et des talents et des personnes surqualifiées, le fait de travailler en équipe, on ne peut pas passer d'entreprises où tout le monde était en open space et où tout le monde était en permanence visible, échangé en permanence, à du 100% télétravail. Qui est effectivement ça s'adresse à l'ensemble des freelancers qui sont d'ailleurs dans ton domaine très très nombreux, tout ce qu'on appelle maintenant l'open talent, les indépendants, etc. Je crois que c'est d'abord à cette population-là que ça s'adresse. Oui, mais je pense que de toute manière, à un moment donné, il faut qu'il y ait des cohésions d'équipe, il faut qu'il y ait de la relation, et c'est très compliqué de travailler avec des personnes que l'on ne voit jamais et à aucun moment. C'est vraiment un point qui me paraît clé. Bon, moi je crois quand même qu'il faut qu'on se bouge sérieusement et qu'il y a une... On en avait vraiment beaucoup parlé. On a un discours générationnel, on a une incapacité à... Et on va le revoir là, parce qu'on a une loi immigration qui va débarquer à l'Assemblée, dans des conditions qui vont être... dantesque, et ça, les messages que ça envoie vers de hauts potentiels qui se diraient tiens, la France c'est cool, heureux comme Dieu en France, etc. et tout, compliqué à gérer. On marque une pause
Et on va parler de bagnole dans un instant. On repart avec Aymeric Préaubert, avec Cédric Guérin. Isabelle nous a quittés. On va redémarrer ensemble, alors Aymeric, avec Renault. Stratégie de Renault. Donc, à chaque fois qu'Aymeric vient, j'en profite pour prendre des nouvelles de Renault. Voilà. Donc, je vais très vite. L'entreprise se coupe en deux. Électrique d'un côté, thermique de l'autre. Et surtout, remet sur la table l'ensemble de la participation avec Nissan. Donc, comment est-ce que tu vois ce truc-là ? Alors, il y a effectivement beaucoup de sujets. Bon, le premier, pour moi, c'est la redéfinition de la coopération avec... Enfin, coopération. Voilà, de l'alliance. Feu coopération avec Nissan, c'est absolument nécessaire. Parce que aujourd'hui, les équipes ont du mal à se parler ensemble, le management ne s'entend pas, ça dure depuis des années, ça a été cristallisé avec l'affaire Ghosn, et très franchement, il faut remettre ça à plat parce que ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce que demain, et je ne sais pas exactement comment ça va se dénouer, ils ont présenté d'un certain nombre de choses, mais c'est en train d'être réfléchi, ce n'est pas parce qu'il y a dénouement de liens capitalistiques qu'il ne peut pas y avoir de coopération industrielle. Il y a plein d'exemples. Je vais en prendre un. Mercedes, dans le grand public, les gens ne le savent pas, mais les petits moteurs 4 cylindres diesel Mercedes sont d'origine Renault. Ça fait des années que c'est le cas. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de diesel, il y en a de moins en moins, mais alors que l'actionnariat est quasiment inexistant entre les deux groupes. Donc il peut y avoir des coopérations industrielles pertinentes, intelligentes, qui se font en dehors d'un lien capitalistique. Donc les relations avec Nissan, c'est vraiment un point très complexe et il faut le réformer. Donc ça, c'est le premier point. Concernant la séparation en deux, ce qu'ils appellent, donc d'une part l'électrique, comme tu viens de le dire, et puis ensuite Legacy, les voitures Ampère, exactement, Ampère. Et la partie Legacy, voiture thermique classique, bon, très honnêtement, je ne vois pas bien l'intérêt. Je dis pas que c'est quelque chose de nocif, que c'est une catastrophe. Mais je dis que pour moi, ça n'a pas d'intérêt pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, l'électrique aujourd'hui, c'est une réalité. Ça implique des investissements massifs. Et il me semble absolument indispensable, ce que font d'ailleurs la plupart des constructeurs, c'est de donner beaucoup d'informations là-dessus. C'est-à-dire de communiquer, que Renault, à partir d'aujourd'hui, communique plus sur les résultats de la branche électrique, les CAPEX, leur programme de création de nouvelles usines, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'organisent pour les batteries. Tout ça, c'est des informations qui sont absolument nécessaires pour les investisseurs. Me dire que je mets ça d'un côté, puis je laisse le thermique de l'autre, je vois pas bien l'intérêt parce qu'à terme, déjà, il y a de plus en plus de synergie, parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui sont soit un tout petit peu hybrides, soit full hybride, rechargeables, soit full électrique. Et puis en 2035, alors ça sera peut-être décalé, mais en 2035, en Europe, en tout cas, on peut plus construire de véhicules thermiques. Donc, qu'est-ce que ça va devenir la Legacy ? On peut plus rouler, on peut continuer à les construire, on peut plus rouler. Oui, enfin, donc... on les construit pour l'export. Oui, voilà, donc ça sera quand même très très diminué. Donc franchement, ce genre, pour moi, c'est un petit peu du mécano boursier qui n'apporte pas grand-chose. Et c'est pas ça, moi, ce que je regarde. Alors désolé, c'est un peu long, mais c'est quand même un sujet... c'est pour, Aymeric, aucun moi, problème. ce qui m'intéresse... En fait, il essaye de faire son EDF Énergie Nouvelle avec son Ampère. Sauf que c'est trop tard, quoi. Enfin, je suis d'accord. Ce qu'il faut, c'est comprendre des choses simples. C'est quoi la génération de cash, les parts de marché, est-ce que les modèles sont attractifs, est-ce qu'ils ont effectivement pris le train de l'électrique. Renault, on n'est pas, j'allais dire, spécialement en avance. Ils ne sont pas complètement en retard, mais c'est un paradoxe. Ils ont été les premiers à partir. Ils ont été les premiers, mais ils ont été les premiers. C'est Schweitzer en 95. Ça fait 25 ans qui. Schweitzer 95. Il en parlait déjà. Tu peux pas donner un petit truc à Carlos Ghosn quand même pour moi, c'est Carlos Ghosn 2008. Ça a commencé par Louis Schweitzer, qui en a parlé le premier. Tout a toujours commencé par Louis Schweitzer. Mais pas tout. Carlos Ghosn, il est rayé. Il est rayé. On va pas le plaindre non plus, si. Je sais pas. Il a quand même fait bon. Donc effectivement, ça me paraît un petit peu de l'ordre du gadget, du mécano boursier qui n'a, à mes yeux, pas grand intérêt. Et d'ailleurs, si l'idée derrière ça, c'est entre guillemets de créer de la valeur pour l'actionnaire, moi je serais content. Alors, je ne suis pas actionnaire de Renault aujourd'hui, mais je l'ai été, on pourra l'être à l'avenir. Sauf que c'est un peu ça, on ne prend pas les investisseurs comme ça. Pendant des années, Renault, non mais on connaît l'histoire, pendant des années, la simple participation de Nissan, qui est cotée, valait plus que Renault, ou autant que Renault tout entier, avec en plus la branche financière, le cash, parce qu'il y a un petit peu de cash chez Renault. Donc on voit que ça ne marche pas. Pour moi, les seuls éléments qui me paraissent utiles, intelligents dans le domaine, c'est ce qu'a fait par exemple Fiat avec Ferrari il y a quelques années.
Parce que en cotant Ferrari, c'est tellement un actif unique, c'est une valeur de luxe. C'est plus des voitures, c'est s'acheter du rêve, du luxe qu'on veut. On n'achète pas une voiture. Et donc, les valorisations ne sont pas du tout les mêmes. C'est plus comparable à Hermès ou Chanel qu'à Dacia ou Renault. Donc, le côté séparément, je trouve, en gardant 90% du capital, ce qu'a fait Fiat, ça, je trouve, c'est très malin parce que ça bénéficie à tout le monde. Celui qui veut investir directement dans la marque de luxe, il peut, et puis Fiat bénéficie. Mais entre une Zoé et une Clio, il n'y a pas la différence. Exactement. Voilà. Et quand Volkswagen, on en avait parlé il y a quelques semaines, de Porsche. Alors Porsche, c'est pas tout à fait le niveau de Ferrari, mais c'est quand même une marque extrêmement rentable, attractive, qui se développe, où il y a une valeur. Enfin, ça gagne beaucoup d'argent. Tout ça. Donc là aussi, je pense que ça fait du sens. Mais dans le cas de Renault, très honnêtement, je ne critique pas parce que c'est trop tôt pour faire un bilan de ce qu'a fait Luca De Meo. Et pour l'instant, je pense que son travail est, à mes yeux, tout à fait correct. Mais c'est un petit peu tôt pour faire un bilan. Mais ça, j'y crois pas. Mais tu crois pas, c'est du gadget. Tu crois pas que c'est justement une sorte d'habillage pour cacher ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire se séparer de Nissan. Parce que se séparer de Nissan, comme tu l'as dit, ça c'est important. C'est un saut dans le vide. On ne sait pas du tout en fait, alors toi tu le sais parce que tu as vraiment regardé le truc, mais c'était le bénéfice de Nissan et l'action de Nissan et le dividende de Nissan qui permettaient de maintenir Renault la tête hors de l'eau. Donc là c'est un saut dans le vide. Je suis tout à fait d'accord, d'autant que Renault a publié des résultats extrêmement bons depuis 1 an et demi, mais et tant mieux, parce que ça renforce l'entreprise, je veux dire, il faut se réjouir de ça, mais parce qu'il y a une conjonction de facteurs absolument unique qui fait que le prix des voitures d'occasion, ça a explosé, que pour la première fois depuis 40 ans, les constructeurs, en gros, ont un tout petit peu de pricing power, ce qui n'a jamais été le cas sur la partie généraliste. Donc tout le monde s'est mis à gagner beaucoup d'argent, Stellantis, Renault. Donc tant mieux, parce que ce sont des entreprises qui, au début du Covid, ont frôlé la catastrophe, en particulier Renault. Renault, de source sûre, et je ne sais pas un scoop, au début de Covid, a frôlé la crise de liquidité. Et c'était, donc évidemment, vu le nombre d'emplois en jeu en France et dans le monde entier, c'est très bien. Mais le groupe, effectivement, est quand même fragile. Cédric, tu regardes ça ? Je reprends ma vieille casquette de banquier d'affaires et je trouve que ce que tu dis est tout à fait pertinent sur la valorisation. Parce que souvent, quand on regardait les notes de broker, la valorisation est rarement égale à la somme des parties. Et finalement... tu sais, il y a quelques années, parce que je discute depuis un bon moment avec Émeric, ça le rendait fou de voir la valorisation de Renault qui était plus basse que le pognon qu'il y avait chez RCI, la banque. Voilà, ça le rend... Et moi, ça m'a toujours fasciné, ça, parce que quand tu prenais dans les méthodes de valorisation, quand tu regardais les boîtes, une des méthodes, c'est la somme des parties, qui te donnait un petit peu la fourchette haute. Et finalement, ça peut aussi buter sur un manque de transparence de l'information et tout. Et finalement, une session peut avoir ce mérite et potentiellement coter une partie des choses comme ça pour donner plus de visibilité, une meilleure valo, surtout quand tu vas te dire mon comparable est plutôt Tesla, en essayant de virer le legacy. Je pense un peu la stratégie, c'est du pur mécano financier, et je partage totalement ton avis. Mais oui, mais alors, ça peut pas marcher. Pourquoi non, parce que non, moi, Émeric pense je dis, un peu comme moi que c'est un gadget. Toi, tu es en train de nous dire, moi je dis que ça coûte rien que d'essayer de sortir et d'isoler le comparable à Tesla pour essayer d'être sur les mêmes multiples. Ça veut pas dire que ça va marcher, mais au moins de dire si tu encotes une partie ou pas, mais au moins tu vas pouvoir essayer d'appliquer les multiples de Tesla à une partie et les analystes auront moins de scrupules à le faire que de dire tiens, je l'applique à tout Renault, ça n'a pas de sens. Et il y a peut-être quelque chose à voir. Je serais content. Appliquer les multiples de Tesla à bout de Renault, je pense. Je pense que là, le gars serait très content. Qu'est-ce que tu penses il y avait récemment une interview, je crois que c'est le directeur financier de BMW, là, qui commençait à dire l'objectif 2035... vous allez arrêter de nous prendre pour des truffes, pour des galinettes cendrées. Thierry Breton qui dit clause de revoyure en 2026. Et Carlos Tavares, c'était au moment de l'ouverture du mondial de l'automobile, qui avait dit, mais ça, il prévoyait que ça allait tourner comme ça, et il dit, mais ça c'est la configuration la pire, on est en train d'aller à fond, et vous êtes en train de nous dire, bah non, finalement, on ne sait pas, on va voir ce qu'on fait. C'est chaud là, pour le secteur. C'est compliqué, effectivement. Je suis assez partagé, parce qu'à la fois, il faut aller dans cette direction, il y a un volontarisme politique, donc souvent on dit, je peux dire, ils ne font pas leur rôle, quand ils parlent des licornes, par exemple, tout à fait. Là, donner un cap, si on se dit, il faut vraiment changer de modèle, et la voiture thermique, alors c'est pas le seul problème du réchauffement, mais c'est quand même une partie non négligeable, donc on ne peut pas, je pense, critiquer le volontarisme européen dans ce domaine-là, et maintenant, je partage
100% ce que dit Carlos Tavares, qui évidemment connaît le secteur extrêmement bien, qui a été très lucide sur plein de choses. Et effectivement, ça va un petit peu vite parce qu'ensuite, on va avoir d'autres sujets. Est-ce que c'est pas prématuré par rapport aux zones de char? D'où vient, enfin, c'est pas nouveau, mais d'où vient l'électricité? On n'a jamais en France apporté autant d'électricité. Sauf que ce que dit Tavares, moi, ce qui m'intéresse, Émeric, c'est qu'il pose toutes ces questions, et il les pose, t'as raison, depuis un bon moment. Mais là, il dit, vous nous avez donné un objectif, tenez l'objectif, tenez le cap. Pour moi, c'est 2035, ce sera 2035. Je suis, moi, Carlos Tavares, je dis, on n'aura pas les bornes, je dis, on n'aura pas de lithium, je dis, on aura de l'électricité au charbon, je dis tout ça. Et pourtant, je vous dis, tenez l'objectif et on verra bien. Tu vois, un mode, j'ai déjà utilisé cette image, un mode programme Apollo. C'est-à-dire, c'est impossible d'aller sur la Lune, et ben les mecs, vous allez voir, on va y arriver. Voilà. Mais il dit aussi que cet objectif a été donné de manière idéologique, sans tenir compte de la réalité industrielle et de la réalité des usages. C'est ça le programme Apollo. C'est ça la grande ambition. Ça fait bouger les lignes plus vite. Oui. Exactement. Alors, c'est un autre sujet. Est-ce que c'était... on peut aussi débattre du coût du programme Apollo. Enfin bon... du programme Apollo par rapport aux retombées. Alors c'est sûr que ça fait rêver tout le monde, moi le premier, c'est les images de ces années-là, c'est extraordinaire, mais ça a coûté extrêmement cher, et bon, c'est contestable aussi, je pense. Ça a remis l'Amérique dans la bataille technologique, Émeric. C'est des trucs... Enfin bon, bref, c'est pas le débat. C'est 10, 15, 20 ans après que tu vois en fait c'est vrai. La réalité. Un mot, tiens, puisque je te tiens, rebond des indices. Ah, rebond des indices. Alors, quelle histoire, plus 18%. Alors, j'ai pas regardé hier, c'était avant-hier. Comme tu le sais, je dis toujours la même chose, je ne fais jamais de prévision, parce que je ne sais pas faire. Maintenant, je peux te donner tu peux dire que tu as été surpris quand même. Alors, non, je ne veux pas dire que j'ai été surpris, mais non, très franchement, non, parce qu'on ne peut pas avoir des indices qui ne font que baisser. Pour moi, et là, je vais me mouiller un petit peu, ce rebond, il est justifié par un changement réel des conditions macroéconomiques, non, monétaires et obligataires. Il y a eu un changement réel du discours des banques centrales. Et qu'on le veuille ou non, les marchés, ils écoutent les banques centrales. L'immense bond market depuis 10 ans, c'est les liquidités. Là, pour la première fois, on se dit finalement, on va peut-être arriver au pivot en 2023. Donc il y a des raisons objectives, détente obligataire, qui font que les actions se revalorisent. Alors c'est très facile, parce que là, je commente le passé. C'est déjà bien. Mais pour moi, ça s'appelle, après, c'est là où je vais me mouiller, c'est un rebond de bear market. Et je continue à dire, je suis quelqu'un, tu le sais... Rebond du chat mort. Rebond de chat mort, voilà. Extrêmement optimiste, je suis optimiste, et les actions, à long terme, il n'y a que ça qui fonctionne, et je dirais toujours ça, chaque fois que je serai invité sur ce plateau. Mais je pense aujourd'hui que face à aux problèmes auxquels on est confronté et qui ne sont pas nouveaux, mais je ne vais pas faire la liste, on les connaît tous. Voilà, dont aucun n'est résolu. Et une récession qui démarre. Alors, je suis peut-être à l'ancienne, mais j'ai jamais connu de marché qui durablement était dans une spirale haussière 6 mois avant une récession. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et les entreprises vont publier des chiffres qui vont être nettement inférieurs à ce qu'attend aujourd'hui le consensus, même si c'est un petit peu ajusté à la baisse, un petit peu. Et ça va être beaucoup, beaucoup plus bas. Et quand je dis ça, autant sur le sens des actions, je dis que les marchés vont rebaisser, bon, je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal, et je dis toujours c'est compliqué. Autant sur le sens des résultats, là, j'ai pas de doute. Les résultats, ils vont baisser. Ils vont baisser dans l'immense majorité des secteurs. Donc je serais très surpris que l'on retrouve une dynamique haussière durable, dans ce qu'on appelle un bull market ou le marché avant la deuxième moitié de 2023. Je peux me tromper, mais en tout cas, pour moi, c'est tout à fait compréhensible plutôt que normal d'avoir ce rebond qui est très fort. D'ailleurs, les baisses sont toujours plus fortes que ce qu'on anticipe, les rebonds aussi. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2022, entre le 15 juin et le 15 août de cette année, les indices avaient également pris 17%. Ouais. Avant de tout reperdre entre fin août et début septembre. Je pense que dans les 6 mois qui viennent, on va aussi avoir des moments difficiles. Voilà ma lecture. Puisque tu parlais de la détente obligataire, un collectif de citoyens demande à la Commission européenne de créer un événement pour le 26 juillet, référence au 26 juillet 2012. On a déjà trop de jours fériés. Un événement, ils n'ont pas dit un jour férié. Il n'y a qu'en France que ce sera un jour férié. Quand Mario Draghi avait dit le whatever it takes, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord, c'est une date de la construction européenne. Bon, héritage. Alors, la question des droits de succession revient dans l'actualité avec, l'élection du nouveau président des Républicains. Éric Ciotti veut supprimer l'ensemble des droits de succession. Et en même temps, d'ailleurs, faciliter des donations pour favoriser la mobilité du capital dormant.
Ça me paraît, moi, un peu contradictoire. Je pense personnellement qu'il faut matraquer pour justement obliger à donner de son vivant. Bon, Cédric s'est pris de passion pour ce sujet. On a un plan complet grâce à Cédric Guérin. Vous pourrez aller voir ça sur... C'est quoi le... C'est un médium, c'est une plateforme de blog. Voilà, c'est ça, ouais, j'ai plateforme écrit un de blog. article, là-dessus. Les blogs, dis donc. Oh, les blogs. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Donc, autour de l'héritage. Rapidement, Cédric, la philosophie de ton truc, c'est quoi? Philosophie, c'est tu as deux objectifs antagonistes, comme tu viens de décrire. Simplifier, diminuer les droits. Et de l'autre côté, diminuer les inégalités de naissance, les inégalités de naissance. C'est l'une des clés de toute la question. Et je trouve qu'il y a deux stats qui sont, pour moi, qui m'ont fasciné dans le rapport du Conseil d'analyse économique. C'est premièrement, 60% du patrimoine des Français est lié à l'héritage. C'est énorme. Ça m'a choqué tellement c'était important. Et deuxièmement, les 1% des héritiers les plus riches gagnent plus dans leur vie de rentier que les 1% des travailleurs les plus riches. C'est quand même assez aberrant de se dire qu'on parle des 1% des meilleurs travailleurs, eh ben, t'as ceux qui vivent de leur vie de rente. Donc ça m'a assez fasciné. Et je me dis, comment tu peux apporter un peu d'innovation et essayer de voir les choses différemment. Donc, je me suis dit que pour simplifier ça, il fallait déjà... cette complexité du mode de calcul. Voilà, tu dis il faut supprimer toutes les niches fiscales. Parce que la problématique... L'un des trucs que tu dis qui est très juste, c'est en fait personne ne sait où est... D'abord, le fait que cette polémique existe aujourd'hui, Éric Ciotti, mais il a regardé l'héritage moyen des Français, c'est ahurissant. Donc évidemment que Éric Ciotti lui-même, je pense, n'aura rien, ses enfants n'auront rien à payer quand il devra. Non, il y a une vraie inégalité déjà du savoir, comme tu le dis. C'est ça. Donc tu dis supprimer toutes les niches fiscales. Y compris sur la transmission des biens professionnels. Parce que déjà, je pense que c'est un problème global de fiscalité en France. Tu as des taux très élevés, donc une perception, et la perception l'emporte toujours sur la réalité. Donc tu dis c'est un enfer fiscal, parce que je suis obligé d'avoir des taux marginaux extrêmement élevés, puisque ma base, je l'ai tellement érodée qu'à la fin, il ne me reste plus grand-chose. Donc déjà, tu ratiboues tout, tu vires toutes les niches fiscales. Tu vires celle de l'assurance vie. Celle de l'assurance vie. Je suis assez pour là. Tu as des incitations fiscales de plus-value. L'assurance vie, niche fiscale d'assurance vie. Je suis pour le. On vire ça. On parlait après, mais si tu non, mais discutons-en. À fond pour. Oui. À fond pour. Oui, moi aussi, je ne comprends pas ce truc-là. Enfin, si, tu le comprends, c'est pour qu'on puisse financer la dette. Mais tu as d'autres incitations fiscales pour la plus-value. Donc tu peux garder le. C'était pour c'était à l'époque du fonds en euros pour qu'on finance la dette. En revanche, franchement, transmission de biens professionnels, là, c'est une connerie, Cédric. Avant le premier, tu as le démembrement de parts de VCI. Ça, c'est des trucs ridicules, pareil. Transmission de biens Transmission de biens. Alors, moi, je pars d'un principe, et je suis d'accord avec toi, qui est de dire il faut faire attention à pas dilapider le capital de nos entreprises et de dire je dois payer des droits, donc je vais vendre, potentiellement à l'étranger et autres. Mais même pas à l'étranger. Tu fais crever des boîtes comme ça. C'est l'ISF. Tu me rétablis l'ISF sur le... Non, parce que je pars d'un autre constat, c'est de dire il faut les remettre, mais en les allongeant, te donnant des délais de paiement suffisamment longs pour que tu puisses. Parce que moi, mon point fondamental, il est de dire tu dois être capable de créer de la valeur sur ce qu'on t'a donné. Si tu n'es pas capable de générer suffisamment de dividendes au cours des 10, 15, je te donne même peut-être 20 ans, peu importe, pour pouvoir payer ta flat tax, on en parlera après, d'impôt sur la succession, alors, vends, paye tes droits et va faire autre chose de ton argent. Mais il faut que tu sois capable de créer de la valeur sur ce qu'on t'a donné. Mais oui, mais le problème, c'est ce qu'ils vont faire. Oui. C'est ce qu'ils vont faire. Mais ça veut dire que tu n'es pas capable de créer suffisamment de valeur. T'en sais rien. Quand tu reprends le truc, t'en sais rien. Oui, mais si je te donne 15 ou 20 ans pour payer tes droits, normalement, tu es censé pouvoir le faire. T'es censé, si t'es Cédric Guérin, si t'es Émeric, c'est-à-dire si t'as un talent d'entrepreneur et une volonté d'entrepreneur. Si tu l'as pas, résultat des courses, tu vas vendre la boîte très très vite et tu vas faire ce qui a été les gros dégâts de l'ISF, c'est-à-dire qu'il y a un tas de boîtes qui auraient pu croître. Parce que le DG, par exemple, il est bon, mais le DG, il n'est pas héritier. Ou parce que au sein de l'entreprise, il y a des trucs qui vont se révéler, etc. Et en fait, ça ne se passe pas parce que les gars ont dit non, je ne veux pas m'emmerder avec ça. Mais ça se discute, hein, ce n'est pas un plan de but en blanc. Mais j'aimais bien mettre plein d'idées sur la table qui est de dire déjà, tu as cette base. Bon, attends, il faut qu'on avance et puis il faut que Émeric parle. Et alors, ton grand truc... Le grand truc, c'est de dire... pouvoir donner à n'importe qui. C'est ça. C'est déjà une déshériter ses enfants, d'une certaine manière. Non, c'est pas déshériter. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, les taux sont différents suivant le degré de parenté qu'on a. Moi, je considère que l'impôt sur l'accession, il n'est pas à faire sur la succession, mais sur celui qui reçoit. Et tu devrais pouvoir recevoir de qui tu veux, quand tu veux, au cours de ta vie,
un capital, 150, 200 000 euros, peu importe le montant, exonéré de droits. Que tu me donnes, toi, moi, qu'on n'ait pas le lien de parenté ou que ça soit mes parents, peu importe de qui je reçois. Et finalement, tout ce qui est au-dessus, j'y mets une flat tax. Donc, tu as simplifié la base, je peux recevoir, et peu importe le degré de parenté, et puis après, flat tax. Et là, on a simplifié et diminué les droits de succession. C'était le premier objectif. Donc je suis voilà, senior, machin, retraité, etc. et tout. Dans ma vie, j'ai croisé un gars incroyable dont je pense qu'il a un potentiel de dingue, mais voilà, il n'est pas né au bon endroit, dans la bonne famille. Je peux lui donner combien? 250 000 c'est ça, 200 000. max. Non, moi je disais 200 000, mais bon, 200 après, 000. peu importe, c'est des curseurs. Mais Complètement exonéré de droits. c'est ça. Lui, Pour, s'il en a touché que 200 000 dans sa vie, celui à qui t'a donné. C'est marrant comme idée, ça. Et donc me je plaît. trouve ça très intéressant parce que ça Ah ouais, simplifie c'est intéressant. énormément tout et ça redonne beaucoup de justice. Dedans, finalement, il n'y a pas de complexité, les niches fiscales, le lien de parenté, tout le monde a ce potentiel-là. Et comme tu dis, je croise quelqu'un en qui je crois beaucoup. J'ai de l'argent, je peux pouvoir donner et à mes enfants et à ces 2-3 personnes. Émeric, je te demande pas forcément de commenter le plan de. Moi, je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est Très intéressant. Sur le fond des choses, d'une part, là, on est en campagne. Et ça, le supprimer l'héritage, c'est quand même un argument électoral de droite vieux comme le monde, en particulier dans la frange la plus âgée et conservatrice des militants, en l'occurrence LR, qui est le socle d'Éric Ciotti. Mais ils ne payent pas de droits. Enfin, Ah, mais je sais bien, mais dans leur esprit... Et la perception. Non, non, voilà, c'est direct l'héritage. Ouais, à droite, c'est comme l'ISF à gauche, hein, pour les socialistes. T'as pas tort. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, de manière plus importante, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, en fait, parce que... Et là, je vais parler de quelqu'un qui a beaucoup plus réfléchi sur le sujet que moi, qui est Jean Tirole. On sait tous, ça a été dit, que dans les familles aisées, déjà, les enfants ont un capital culturel qui leur donne un avantage énorme. Énorme. Et tant mieux pour eux. Et en plus, au-delà de ce capital culturel, ils vont bénéficier d'un capital économique. Si on prend la société dans son ensemble, c'est l'opposé de l'ascenseur social, c'est l'opposé du mérite républicain. Ce que disait Jean Tirole, c'est la chose suivante. Quand il pose la question à n'importe quel Français dans la rue, êtes-vous pour l'égalité républicaine? Êtes-vous pour que chaque enfant dans ce pays ait les mêmes chances au départ? Tout le monde dit oui, bien sûr. Aux mêmes personnes, on pose la question, seriez-vous prêt à ce qu'on taxe 100% de votre héritage pour que chaque enfant parte au même niveau? Et là, les gens disent, mais c'est juste pas possible. C'est de l'expropriation, c'est du vol. C'est de l'expropriation. Et je vais même dire, à titre personnel, dans l'esprit, je serais pour dire c'est normal de taxer, sinon à 100%, de manière très très lourde. Mais en pratique, on a tous envie d'une vie de travail, de transmettre une vie de travail, que ce soit un tout petit pavillon au fin fond de la banlieue, que ce soit 3 fois rien ou des grandes fortunes, l'être humain a envie de donner à ses enfants. Et donc, face à cela, je pense qu'il ne faut pas avoir une posture trop extrême. Je disais 100%, c'est un peu provocateur, je pense que c'est pas crédible. Mais le fait, en tout cas, de taxer plus l'héritage et non pas moins, je pense que ça va vraiment dans le sens de plus de justice, et c'est ce qu'il faut faire. Et l'idée que tu émettais, je ne l'ai jamais entendue, mais je trouve que c'est une très bonne idée de dire on reçoit un patrimoine. Bon, ok, on n'est pas obligé de payer tout de suite, parce qu'effectivement, ça peut créer des problèmes, mais on est taxé si on a prouvé qu'on a développé, qu'on a créé de la valeur. Je pense que là, ça permet, c'est une des pistes pour équilibrer. Donc en tout cas, je suis contre la proposition d'Éric Ciotti, et je trouve que taxer l'héritage en soi, c'est de la justice républicaine. Ouais, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, qui est pour moi le sujet cœur du truc, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire, c'est le capital dormant. Justice sociale, on en pense ce qu'on veut, etc. Ok, mais tu sais que ça, pour revenir au début de notre discussion, tu dis ça sur Twitter, tu te fais taxer, mais tu te fais insulter, taxer de communisme. Ça les rend fous, les mecs. C'est ahurissant. Sur Twitter, il y a des conneries aussi qui sont Ah nettes, ouais, mais ça les rend... Oui, mais il y a assez peu de sujets où les gars deviennent fous à ce point-là. Y compris des gens qui sont quand même assez pondérés, tu vois, d'une manière générale, quand tu débats avec eux. Mais moi, mon sujet, c'est... on va vers une société où on va mourir à 100 ans, et donc c'est des gars de 100 ans qui vont céder leur pognon à des gars de 70 ans qui ne sauront absolument pas quoi en faire. Et donc, ça, pour moi, il est là, le sujet. Et donc... Pourquoi la taxation à 100% ? Parce que moi, je suis pour la taxation à 100%. Il n'y a pas beaucoup de... Non, mais Vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là. Non, mais pour forcer à la donation. Ouais. C'est-à-dire, tu sais que, et même pour l'immobilier, tu gardes l'usufruit, ça se fait dans énormément de familles, et à ce moment-là, le capital circule. Hop, c'est parti, parce que je suis d'accord avec toi.
ne pas donner à ses enfants, c'est paraît un truc de dingue. Ben, sauf que tu n'as plus le choix. Enfin, je sais pas, Cédric est trop jeune. Oui, mais il y a des seuils aussi. Oui, mais regarde, par exemple, un truc qui m'avait amusé, c'est un peu l'anecdote, mais Warren Buffett a dit « Je ne donnerai rien à mes enfants, rien ». Et le rien, c'est 100 millions de dollars, parce qu'effectivement, c'est un millième ou un centième de ce qu'il a. Bon, c'est un peu regarde, Émeric, mais effectivement, il ne faut pas que ce soit, à mon avis, 100%, mais qu'il y ait une taxation lourde. On arrive, toi et moi, à des âges où tu te dis, bah, les mômes, ça y est, hop, ils commencent à travailler, etc. Et tu pourrais en fait commencer à leur donner de manière assez importante. Puis tu es comme ça à te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que vraiment il faut le faire? Enfin, je ne sais pas pour toi. Moi, je raconte assez souvent ma vie ici. C'est un peu la démarche, c'est un peu la réflexion. Boum! Si tu as le pistolet sur la tempe, t'y vas. Et pour le coup, tu redonnes des chances et tu remets en route ce capital. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je proposais autre chose. Là, tout ce que j'avais décrit, c'était la partie simplifier, diminuer les droits de succession. Et j'avais un autre point pour diminuer les inégalités, qui était de dire, donc, entre 0 et 200 que tu as reçu, tu payes 0%. Entre 200 et 5 millions, ou dans plus de 200 000, pardon, tu payes tes 25%. Et au-dessus de 5 millions, je t'oblige à donner 25% à des associations ou des fondations dont moi, État, j'ai fléché. Pourquoi? Parce que je veux créer de la synergie. Moi, président, j'ai mon quinquennat, j'ai mes priorités. Et je dis, tiens, voilà, je veux que finalement, plutôt que ça se perde en impôts et en inefficience... Mais oui, mais il ne faut pas que ce soit l'État qui flèche. Ça nous ramène à notre tu ramènes à l'éducation des enfants, tu dis, voilà, moi, ma priorité, elle est l'éducation dans le primaire. Cédric, tu crois qu'ils ont une vision qui dépasse les 6 prochains mois? La liste d'associations qui vont être autorisées, ce seront les associations. On a quand même un président de la République qui a fermé une centrale nucléaire, un an avant de dire qu'il fallait en construire 6 autres. On ne parle pas là, tu vois, de petits détails, quoi. On parle d'investissements lourds sur l'avenir du pays. Donc non. La volonté d'avoir des politiques qui ont une vraie vision et de se dire, voilà, plutôt que de taxer, t'as des associations. Je taxe une partie. Et de l'autre, je t'oblige, c'est le Giving Pledge aux États-Unis, des personnes riches qui sont engagées à donner plus de 50% de leur fortune. Donc c'est pour ça que je te fais 25 de flat tax, c'est pas et 25% de dons. C'est pas l'État qui choisit dans quoi Bill Gates donne son argent, parce que je peux te dire que sinon, il ne le donnerait pas. Mais ça, au moins, ça donne des choses pour le débat. Tu vois, et ça donne des pistes un peu innovantes qui sortent un peu du cadre. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Et vachement plus intéressantes qu'il faut les baisser, il faut les augmenter, etc. Vous remarquerez quand même qu'Emmanuel Macron, il en avait parlé pendant sa campagne, comme tu dis, histoire d'attirer les votes de la droite. Et puis que quand même, là, l'argent est rare. Et que donc, visiblement, la baisse des droits de succession n'aura pas lieu. Merci, chers amis. Merci pour tous ces débats. Je remercie encore une fois Isabelle. Et puis on se retrouve demain pour continuer à discuter de tout ça. Et on parlera, guerre commerciale, on n'en a pas parlé là, c'est quand même un des gros sujets du jour, Emmanuel Macron aux États-Unis. Donc ce sera sans doute avec ça qu'on commencera nos débats demain. À demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.